Le 16 septembre 2022, la police des mœurs de la République islamique d'Iran tue Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, suite à des altercations à propos d'une mèche de cheveux qui dépassait de son hijab. Cela fait maintenant plus de 5 mois que cet événement a mis le feu aux poudres en Iran, déclenchant coup pour coup une révolution féminine soutenue massivement par les hommes et de tous les peuples iraniens. Le combat est encore en cours alors que la répression se durcit, et certains combattent à leur manière. Aujourd'hui, nous interviewons Miremont Chai, photographe et peintre iranien à l'occasion de son exposition Femme, vie, liberté à Rouen. Bonjour Miremont Chai. Bonjour. Donc cette exposition, vous la retrouverez du 7 au 31 mars à l'Hôtel de Ville, dans la galerie du premier étage. Vous, Miremont Chai, vous résidez en France depuis 1980, vous êtes photographe professionnel et vous avez multiplié les expositions de peinture dans de nombreux pays et vous avez été distingué par des prix. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours en tant que photographe et peintre du coup? En tant que photographe, j'ai eu une démarche assez classique, c'est-à-dire avoir un boutique et faire les photos de portraits, photos de mariage, comme on appelle photographe social. Voilà. Mais en peinture, ma démarche plutôt c'était de trouver un peu le souvenir de mon enfance, de mon passé, à travers des motifs, à travers des mosaïques disparants, de tapis, de ramener un peu mon passé sur ma peinture. D'accord, et est-ce qu'il y a un moment du coup où vous avez commencé à être reconnu? Qu'est-ce qui a fait que votre carrière de peintre a été un peu lancée comme ça? En fait, c'est comme tous les peintres. Vous faites votre peinture, vous vous exposez. Si vous êtes accepté dans le salon, si vous êtes, votre peinture plaise, donc vous vous exposez dans les salons plus importants. Voilà. C'est une démarche complètement habituelle de peintre. Voilà. Donc l'exposition que vous présentez ce mois-ci, elle est constituée de 5 tableaux. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi est-ce que vous les avez réalisés et pourquoi ils ont pris cette forme-là? En fait, il faudrait revenir sur l'histoire de cette révolution. Il y a 43 ans, le peuple iranien, ils ont fait une révolution contre le dictateur de l'époque qui s'appelait le Shah pour avoir le droit de parole, la liberté. Et une fois que la révolution a été menée, ça a été confisqué par le clergé. Et personne n'y croyait que cette révolution dure plus que 1 ou 2 ans. Mais finalement, elle a duré 43 ans. Personnellement, j'ai réalisé ces 5 photos, 5 peintures, entre, je crois que c'était 2016 ou 2016-2018, parce que je savais que ce n'est pas possible que d'une civilisation plusieurs fois millénaire soit dirigée par les personnes qui faisaient pleurer les gens aux mosquées, vous voyez. Personne ne croyait, mais ça durait. Du coup, j'ai fait un scénario. Je montrais dans mes peintures déjà plusieurs façons d'enfermement. Et ensuite, un espoir, une décision d'une fille, jeune fille. Et finalement, à la fin, elle réalise son désir, c'est-à-dire sortir sans voile et à la recherche de sa liberté. Votre peinture, elle laisse une impression très particulière. Les visages, on a parfois l'impression que ce sont presque des photos. Le décor, on dirait des tapisseries. Il y a des explosions de couleurs, des motifs traditionnels qui se multiplient et qui ensevelissent presque la femme. Décrivez-nous un peu donc les techniques que vous utilisez pour produire cet effet sur celui qui l'observe.
En fait, j'utilise un technique assez particulier. C'est moi qui le fais, parce que j'expose dans les grands salons avec 700 peintures. C'est une technique qui n'est pas difficile, mais c'est très long. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se lancent. Pour les parties habituelles, c'est-à-dire le visage de personnages, j'utilise les techniques de brosse, de la peinture. Mais pour les parties qui sont en relief, notamment pour les motifs de tapis ou mosaïque, je prépare des pochoirs en papier calque et je remplis d'un côté des peintures épaisses sorties de tubes, et en appuyant d'un côté, il y a un filet de peinture qui sort, et ça devient mon instrument de travail. Pour vous donner une image plus connue, c'est en fait c'est un tapissier pardon, excusez-moi, c'est un pâtissier. C'est un pâtissier qui met de chocolat dans son pochoir et il note bon anniversaire, donc enfin un filet de quelque chose. Et à la place de chocolat, évidemment, il y a de peinture acrylique et de l'encre. Donc ce tableau, vous l'avez surnommé Scheherazade. Donc c'est une référence au conte des Mille et une nuits pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer l'origine de ce titre pour ce tableau? En fait, on connaît plus ou moins les histoires de Mille et une nuits. Certains sont connus, filmés ici. Mais l'histoire de Scheherazade, en fait, c'est l'histoire d'un roi. En Perse, le roi, c'est Shahriar, on appelle. Donc, sa femme l'a trompé avec un des généraux de l'armée. Donc, il a tué sa femme et la personne, son amant. Et pour venger, donc ce n'était pas suffisant de le tuer, il a décidé de quand il se marie avec une femme, passé après la première nuit, elle le tue. Scheherazade, qui était la fille de vizir, il essaye de rompre cette voie infernale et il essaye de raconter une histoire à son époux, mais une histoire qui ne se termine pas le soir même, de manière à ce que ça continue et ça continue mille et une nuits. L'histoire de Scheherazade, évidemment, c'est un conte, ce qu'il raconte. Il y a des choses affreuses qui passent, mais toujours on accepte qu'un conte peut être violent. Mais en réalité, si on imagine la vie de Scheherazade, c'est-à-dire à chaque jour, il est condamné à mort et le soir même, il est gracié jusqu'au lendemain. Et plus que 3 ans, comme ça. Donc c'est déjà même l'histoire qu'on a l'habitude d'entendre des bons contes. Là-dedans, la femme est vraiment victime. Donc ça, c'était la raison pour choisir le Scheherazade de sa vie qui n'était pas vraiment... Enfin, c'était une torture pendant 3 ans. On voit tout de suite l'exemple du coup que vous avez retrouvé dans cette femme qui a fait preuve d'une très grande abnégation, de se sacrifier comme ça mille et une nuits pour justement empêcher du coup qu'il y ait d'autres massacres. Comment est-ce que du coup dans le tableau vous avez été inspiré? Qu'est-ce que dans cette histoire vous a inspiré pour réaliser ce tableau précisément? Parce que c'est ça, je voulais faire un peu un visage qu'on a de chez nous, de Scheherazade, parce que c'était quand même, c'est une histoire de conte. Il faut qu'elle soit habillée, mais habillée vraiment différemment que l'habit de l'époque. Les motifs de son vêtement, bon, hormis des colliers, c'est les motifs de tapis persans. C'est exactement le même motif sur son corps que les endroits qui l'entourent.
C'est-à-dire de donner vraiment un côté surréaliste à ça. Le visage, et évidemment, c'est juste pour attirer l'œil et la main. C'est exécuté très réaliste, mais le reste, en effet, il n'y a pas de réalisme dans le reste. On a presque l'impression qu'elle fait partie de cette tapisserie. Et du coup, je pense que ça fait une transition parfaite pour le tableau suivant, puisque justement... Le sujet de ce tableau s'appelle Captive. En fait, c'est comment on peut ne pas voir un être. À chaque fois que je l'ai montré justement à des gens, à chaque fois j'ai dû leur préciser que la femme était là, ou en tout cas ils ont mis un peu de temps souvent à la voir. Et c'est pour ça que je trouve que le travail dans celui-ci est vraiment particulièrement bien fait, parce qu'il y a vraiment une explosion de couleurs, des motifs qui se multiplient, et on en oublie presque le personnage qui a derrière, qui est quand même le centre final du tableau. Exactement. En fait, il montre comment on peut oublier en fait le système visuel pour oublier. C'est-à-dire, si vous avez un décor qui ressemble aux vêtements de quelqu'un, déjà, vous l'enfoncez dans le décor. Et bon, moi j'ai exagéré là-dessus parce qu'il faut en peinture, c'est-à-dire la robe de la femme, ici, c'est le même motif que le tapis qui est là en petit. Et si vous regardez, les pièces de monnaie qui est autour de la main forment en fait une espèce de monote. Mais tout en délicatesse, par contre, et le visage de cette femme, il ne représente pas grand-chose, mais c'est tout simplement un signe. Et le voile islamique, les autres, il ne fait pas quelque chose autre, il cache. Une femme qui est cachée, on voit que son visage, son corps est caché, c'est moins visible qu'une femme qui sort avec la robe, avec les chaussures, comme elle a envie, avec un jean. Je veux dire, on la voit. Sa présence, c'est beaucoup plus tangible qu'une femme, en fait, dans un groupe de 20 femmes, habillées avec le voile islamique, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Du coup, il n'y a pas d'individualité en fait. Et c'est une masse cachée. C'est comme on met un couvercle sur moitié de la population d'un pays. Et donc malgré la beauté du coup de la tradition des motifs, elle se fait ensevelir. Et du coup, ces deux premiers tableaux parlaient plus de cet enfermement, et le troisième, c'est une espèce de transition vers une forme d'espoir un peu, non ? En fait, on arrive à une autre... Enfin, dans l'ensemble, c'était montrer 3 sortes d'enfermement. Et quand on parle d'enfermement, souvent la clé vient dans l'esprit, parce que fermer veut dire quoi ? C'est souvent l'image qu'on a, une porte fermée, donc une clé peut servir à quelque chose. Mais dans l'état actuel dans ce pays, une clé, on ne peut pas ni sortir, ni laisser, ni empêcher ce qui se passe à l'extérieur entrer chez moi. En fait, la clé dans cette situation, il n'a plus d'utilité. On dort, on est aussi enfermé qu'à l'intérieur, et même de l'extérieur, les éléments qui peuvent nous gêner peuvent entrer sans demander et sans avoir besoin de clé. Il les casse, il entre dans mon espace privé. Donc, cette fille, il peut ni sortir avec cette clé, ni faire entrer quelqu'un de son choix chez elle. Donc, clé, il est complètement inutile. Et il montre à travers de ça l'enfermement de cette femme. Donc c'est une très belle vision et l'interprétation de la clé, surtout cette vision de l'extérieur, de l'intérieur. Mais est-ce que le fait qu'elle écarte ce rideau de fils qui ressemble presque à des barreaux, est-ce que avec cette clé, c'est pas aussi un signe d'espoir pour la suite de sortir un peu de cet enfermement ? Oui,
Ça, l'espoir commence. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu ils se montrent, ils souhaitent de sortir. Mais dans l'état actuel où elle est, les trames de tapis, c'est comme des barres en prison, en fait, pour l'instant. Elle réussit à l'ouvrir. Donc, probablement, tout début de l'espoir. Et donc les deux tableaux justement abordent ce sujet plus amplement. Là, on voit enfin la femme au centre du tableau. Elle semble vraiment le cœur, le sujet le titre du tableau. Ça, en fait, avec tout ce que la femme subit, je pense on arrive à une limite de acceptable. Donc, elle n'a plus de futur. Et elle n'existait pas. Et je pense qu'on s'approche d'un révolte, en fait. Pourquoi moi, je suis même inférieur à mon propre frère? Je veux dire, à l'intérieur de la maison, on est frères et sœurs, mais en sortant, tout d'un coup, on doit être différent. Une fille iranienne, en sortant chez elle, donc il faut absolument avoir son fameux uniforme. Dans le bus, c'est comme à une époque en Afrique du Sud, il y a des places pour le noir et blanc. Ici, c'est place pour les femmes et les hommes. Et elle s'assoit, elle réfléchit, mais elle a son foulard sur sa main et elle va dire ce soir non. Alors la toile s'appelle Demain plus de voile et il décide de le faire et prendre tous les risques qui pourraient arriver. En fait, sa vie actuelle est probablement moins douloureux que à la limite, pourquoi pas, dans l'état où elle est, elle n'a plus de peur. Qu'est-ce qu'on peut lui faire pire que ce qu'elle qui est destinée à faire toute sa vie? Je veux dire, si elle a même quelques coups de fouet, ça sera dans un court moment. Et ça, elle est pour toute sa vie emprisonnée de ces lois injustes. Donc, ce que je travaillais ici montrait une fille tout simple. Elle n'a même pas un bijou. Elle a rien pour séduire, d'après ce qu'ils disent eux. Je veux dire, elle a même pas se coiffer, elle a juste fait une tresse comme ça. Elle est assise entièrement couvert, juste ses deux mains et le visage sont d'or. Mais malgré ça, elle ne peut pas sortir telle qu'il est comme ça. Elle a dit non, mais j'y vais demain. Nous arrivons à la fin. Et si vous constatez cette fois, on a un décor derrière elle. C'est qu'on n'avait pas le droit dans la clé. En prison, c'est terminé. Derrière elle, elle quitte la maison. Elle sait le risque qu'elle va prendre. Elle garde quand même son foulard dans la main, mais elle sort. Toujours tout simple, sans rien de particulier. Et c'est première sortie sans voile. Elle s'appelle Je sors sans voile. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'acte qu'elle est en train de faire, elle, c'est le tableau que j'ai peint en 2019 en espérant que les femmes sortent sans voile est réalisé en automne dernier. Et maintenant, même maintenant à Téhéran, il y a des femmes qui sortent sans voile. Je veux dire, ils mettent quelque chose autour du cou quand même, mais les cheveux nus. Mais pour l'instant, le pays est dans tel état qu'ils préfèrent ne pas ajouter. Et finalement, ils ont réussi quand même de sortir certains d'entre eux sans voile. Et moi, je suis très heureux que mon rêve dans l'atelier en fasse une toile
et commence à se réaliser. Vraiment heureux de ça. Oui, c'est ça qui se retranscrit si bien dans ce tableau, c'est que jusqu'à maintenant on est abreuvé du coup on est vraiment enseveli sous les motifs, et là d'un coup on a l'impression que les tapisseries se transforment en espèce de porte ou de fenêtre qui s'ouvre, et derrière on voit une peinture qui en ressort. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est dans toutes les toiles. En fait, on a une façon particulière la peinture, elle doit avoir une façon particulière à exprimer. Il faudrait plus les suggestions, plus jouer sur vous faire travailler, réfléchir. Sinon, ça sera un repas préchauffé à consommer et c'est vraiment pas intéressant. Si vous découvrez pas quelque chose, il faut le dire avec un langage esthétique, calme. D'abord, il faut que ça soit attirant. Même si vous avez envie de dire quelque chose de très triste, c'est notamment ce genre d'histoire, si l'observateur il s'arrête pas devant votre œuvre, c'est déjà raté d'office, même si vous avez fait. Donc il faudrait préparer le lieu, il faut pouvoir accueillir les gens devant l'étoile qui prennent prendre la peine de rester le regarder. Il faut que ça soit attirant, visuellement, quelque chose. Mais une fois qu'ils sont devant l'étoile, ils ont pris ce temps-là, vous dites tout simplement et discrètement le propos. Jamais violence. Autrement, ça sera un reportage de guerre, il y a du sang, et on voit un peu partout. Ici, ça doit être calme, ça doit avec la réflexion, laissez l'observateur faire son conclusion lui, jamais le forcer. Et comme vous voyez, elle a l'air tout simple, mais si vous regardez son visage, on peut imaginer que cette fille, elle a décidé de le faire. Elle ne va pas retourner en regardant un des fameux polices de mœurs. Et elle va vers. Elle est sortie. Elle est sortie pour tenter sa décision. Voilà. Merci beaucoup Mireille Moncheil. Je vous en prie. RCF, la joie se partage.